Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux, hein. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle donc dans le secteur de la construction. Ce webinaire est organisé par l'Infopole et le CRR, le Centre de recherche routière, dans le cadre de Construction du futur. Construction du futur, c'est quoi? C'est un programme de la région wallonne porté par différents partenaires, dont les deux d'aujourd'hui qui organisent le webinaire, l'Infopole et le Centre de recherche routière. Le but de ce programme, c'est vraiment de faire monter en compétence les entreprises de la construction, de les sensibiliser au travers de webinaires comme aujourd'hui ou d'autres actions aux opportunités que peuvent leur amener la technologie. L'objectif du webinaire est de mettre en contact aujourd'hui des professionnels du secteur de la construction routière avec des fournisseurs de solutions numériques. C'est vraiment informer, sensibiliser au travers d'exemples inspirants, d'ouvrir la réflexion sur des perspectives futures pour le secteur de la construction. Alors aujourd'hui, on va vraiment explorer comment l'IA transforme ce secteur, encore en phase d'adoption, d'introduction, en améliorant la sécurité, l'efficacité et la gestion de projets des infrastructures routières. Nous avons réuni pour cela des experts qui partageront leurs expériences concrètes à travers des cas d'usage. Alors, pour encadrer un petit peu le webinaire, sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat, enfin plutôt dans l'onglet questions. Si vous avez, à un moment donné, vous êtes perdu, vous avez besoin d'aide, sachez qu'en bas de votre écran à gauche, il y a une petite bouée. N'hésitez pas à la saisir si vous êtes perdu. Et une autre petite info, sachez également que le webinaire fonctionnera mieux sur Chrome qu'un autre navigateur. Alors, hop. Voilà, c'est les aléas du direct. Pour ma part, donc, je m'appelle Céline Parenté. Je vous redis encore une fois bienvenue à tous. Et comme je vous le disais en introduction, ce webinaire est organisé donc, par le CRR et l'Infopole. Pour ma part, je travaille donc pour l'Infopole. Nous sommes le cluster du numérique wallon. Notre rôle, c'est vraiment de mettre en relation les entreprises de la demande avec les experts numériques pour leur permettre d'avancer dans leur projet de digitalisation. Notre rôle aussi est de valoriser finalement l'expertise et l'innovation numérique en Wallonie. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour vous aider, vous? C'est surtout vous mettre en contact avec des experts numériques qui vont vous permettre d'avancer. Alors, c'est assez simple. Il suffit de nous contacter via notre site internet, de remplir un formulaire, le formulaire d'appel à compétences. Et vous pouvez y déposer un cahier de charges bien complet, mais parfois simplement une petite question ou simplement un petit appel à l'aide. Et de notre côté, l'un de mes collègues vous recontacte pour caractériser votre besoin, construire avec vous un cahier des charges que l'on se permettra ensuite de diffuser à l'ensemble de nos membres. Ce que l'on fait à l'Infopole, c'est comme je le disais également plus tôt, c'est inspirer. On organise des conférences, que ce soit dans le cadre de Construction du futur ou d'autres programmes de la stratégie digitale Wallonia. On organise des workshops, on organise des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi des visites d'entreprise qui vous permettent de déterminer finalement quelles sont aussi les avancées technologiques que vous allez pouvoir intégrer chez vous. On est également en relation avec l'ensemble de l'écosystème, ce qui veut dire que notre rôle à vous va vraiment être de vous guider. Si vous avez besoin, par exemple, d'investissement, on peut vous orienter et vous mettre en relation, par exemple, avec Wallonia Entreprendre. Si vous avez d'autres besoins, on peut également vous rediriger vers d'autres partenaires, comme le CRR aujourd'hui, ça pourrait être le cas, et bien d'autres, au-delà des membres qui sont donc des experts numériques au sein de notre cluster. Voilà. Donc, avant de commencer avec les interventions des experts, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Defrance, coordinateur data et digitalisation au CRR, qui va nous donner un aperçu global de l'IA, de son impact, de ses applications dans le secteur. Et donc, finalement, de quoi on parle? Parce que l'IA, c'est un terme qui fait le buzz, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots? Céline, je propose qu'on commence par un petit sondage pour questionner un peu les personnes qui visionnent le webinaire en ce moment. On a quelques petites questions à vous poser avant de se lancer dans la présentation. Donc, selon vous, quel domaine de la construction de voirie bénéficierait le plus de solutions basées sur l'IA?
est-ce que vous pouvez vous rendre dans le petit onglet sondage et répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Comme ça, on vous laisse une petite minute et puis après, on consultera les résultats en direct. Donc voilà, il y a 3 questions. Je pense que je ne vois pas le nombre de réponses apparaître. Voilà, oui. Et j'imagine que les réponses arrivent progressivement en direct. Voilà, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à répondre. Et donc, l'onglet sondage est symbolisé par un petit pouce levé au fond à droite de votre écran. Voilà, je vois qu'il y a déjà quand même une bonne vingtaine de réponses. Donc, on peut déjà constater sur la première question, donc les domaines de la construction de voirie qui bénéficieraient le plus de solutions basées sur l'IA. On voit clairement que à tout niveau, l'IA peut être utile dans le secteur, et plus particulièrement, je vois optimisation de la planification et des calendriers. Donc, un point intéressant. Si on passe à la question suivante. Donc, quel est le niveau d'intégration des outils basés sur l'IA dans votre entreprise ou organisation? Et là, on constate sur base des réponses que c'est toujours en phase d'exploration, de test, voire pas encore utilisé. Donc, clairement, un domaine en friche probablement qu'il faudra explorer pour le secteur de la construction routière. Et puis alors, la dernière question. Donc, quels sont les principaux freins à l'adoption de l'IA dans votre activité? Clairement, les formations, les compétences sont certainement un point très important, et la complexité d'intégration avec les outils existants aussi. Voilà, sondage intéressant. Et donc, je vais passer à la présentation. Je ne me suis pas encore présenté. Donc, Sébastien de France, je travaille au Centre de recherche routière depuis maintenant quelques années. Je suis en charge de l'équipe data et digitalisation, et donc, entre autres, avec entre autres comme tâche la mise en place et l'intégration de l'IA au sein de nos processus en interne, mais aussi aider le secteur de la construction routière à adopter et à intégrer l'IA. Donc, le CRR, qu'est-ce que le CRR? C'est un centre de recherche privé, mais d'utilité publique. On a un statut un peu particulier. On est un centre de recherche indépendant, et notre objectif, c'est donc de promouvoir le progrès technique en construction routière. Donc, nos activités tournent autour de 3 grands domaines: l'innovation, l'assistance technique, l'expertise et la documentation. Et nous donnons également de nombreuses formations à destination du secteur privé et public, toujours autour de la route et des infrastructures routières. Alors, nous sommes une grande équipe d'environ 100 personnes au CRR, dont une grande partie de chercheurs qui travaillent tous dans des domaines variés, différents et parfois très pointus. Et donc, outre les questions relatives à l'infrastructure routière, à la structure routière, au revêtement, etc., nous travaillons aussi dans des applications liées à l'environnement et à la durabilité, donc la mobilité, la sécurité, etc. Donc, maintenant, venons-en au cœur du sujet qui nous préoccupe pour ce webinaire, à savoir donc l'intelligence artificielle. Donc, nous disposons de toute une série d'équipements qui nous aident à travailler au quotidien avec nos collègues. Ce sont donc des équipements qui permettent, par exemple, de réaliser, de faire un diagnostic de l'état de la voirie. Nous avons des caméras infrarouges qui permettent aussi de détecter des problèmes d'étanchéité dans les tabliers de pont, donc les ouvrages d'art, etc. Voilà, toute une série d'équipements, et pour certains, qui génèrent beaucoup de données qui peuvent être exploitées à des fins plus avancées pour nos partenaires. Et donc, l'intelligence artificielle, ChatGPT
étant le modèle qu'on reprend le plus souvent actuellement, qu'on entend partout depuis 2022. On n'a pas attendu 2022 pour que l'intelligence artificielle naisse, ça date d'il y a bien plus longtemps, des années 50 déjà, et depuis, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Je pense que l'essor de l'intelligence artificielle est en partie aussi lié à l'évolution hardware aussi, la puissance des machines qui a considérablement évolué ces dernières années et qui a permis d'aboutir à des applications aussi puissantes que celle-ci, par exemple. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, j'illustre ça par une slide un peu provocatrice. Luc Julia, c'est le cofondateur de Siri. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Siri, une application, un assistant vocal qui a été créé en 2010-2011 par la société Apple, qui dit qu'en réalité, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il parle plutôt d'intelligence augmentée, où effectivement l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les caractéristiques d'un être humain, que sont par exemple la curiosité, l'empathie, voilà. Donc l'intelligence artificielle n'est pas une reproduction parfaite de l'intelligence humaine, loin de là. Et donc, si on veut couvrir le territoire de l'intelligence artificielle, on constate qu'il y a énormément de sous-disciplines, énormément de modèles. Pour reprendre ChatGPT, dont je parlais un petit peu plus tôt là, dans ma présentation, et vous voyez que je l'ai entouré ici à droite dans le territoire de l'intelligence artificielle. ChatGPT basé sur le modèle GPT, c'est seulement une petite partie. Il faut savoir qu'il y a énormément d'autres modèles qui existent et qui permettent de faire des tas de tâches aussi. Donc voilà, on n'explore qu'une toute petite partie. Il y a certainement d'autres domaines dans lesquels il faudrait aussi, qu'il faut aussi prendre en compte quand on parle de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle englobe, comme je le disais, toute une série de sous-disciplines, et une des sous-disciplines qui est importante et qui est utilisée dans de nombreuses applications de nos jours, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est donc en français l'apprentissage automatique. Donc, c'est une approche basée sur des algorithmes qui utilisent des données, qui exploitent des données pour produire et automatiser des tâches. Et la particularité, c'est que c'est un système d'information qui s'auto-alimente, qui s'améliore avec l'arrivée des données, qui permet de réaliser des tâches sans être programmé explicitement pour les réaliser. Et donc, c'est une avancée qui permet de réaliser beaucoup de choses. Donc, l'apprentissage automatique est basé sur des données. Et si on va un petit peu plus loin dans l'explicitation de ce qu'est le machine learning, on peut distinguer plusieurs types différents de développement basé sur le machine learning, en tenant compte de la façon dont sont traiter les données en entrée. On peut parler du type supervisé, le machine learning, l'apprentissage automatique supervisé. Donc là, par exemple, si on a tout un jeu de données historiques, on peut éventuellement estimer le prix futur d'une habitation en se basant sur les données historiques. On a aussi le type non supervisé, où là, on va plutôt chercher à retrouver des motifs, des patterns. Donc, par exemple, retrouver des segments d'acheteurs sur base de leurs caractéristiques communes et avoir des groupes d'acheteurs sur base de leur comportement d'achat. On peut regrouper ça, et ça, c'est plutôt le modèle non supervisé. Puis alors, on a aussi le renforcement. Le renforcement se base surtout sur un système de récompenses et de pénalités en fonction des réponses obtenues par l'algorithme utilisé. Et donc, ça permet de s'améliorer aussi avec le temps. Donc, on a plusieurs types différents. Là, je n'ai que quelques minutes, mais il faudrait des jours et des jours et des semaines si on veut aller plus loin. Voilà. Donc, inutile de vous dire que l'intelligence artificielle a un impact économique énorme
et voire monstrueux pour les années à venir. On parle, selon une étude de PwC, d'un apport de 15,7 trillions de dollars d'ici à 2030. C'est énorme. On utilise aussi déjà, peut-être sans le savoir, quotidiennement l'intelligence artificielle via nos appareils, par exemple nos smartphones. Les assistants vocaux, les applications de streaming, etc., intègrent déjà des technologies d'intelligence artificielle. Donc, voilà, le secteur de la construction routière a tout à gagner, à mon sens, à travailler avec ces technologies-là. Il existe déjà des applications, de nombreuses applications, comme par exemple Assignar PIP, qui lui permet de gérer de la documentation de façon automatisée, d'éviter des erreurs administratives. Rumbix qui lui travaille sur l'optimisation, justement, on en parlait un peu plus tôt dans le sondage, des calendriers et des plannings de chantier. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent, mais les 3 personnes qui m'accompagnent ici prendront le temps d'exposer leur propre use case. Et puis enfin, c'est une dernière slide ici pour illustrer simplement le fait que l'intelligence artificielle soulève de nombreuses questions en termes éthiques, en termes de confidentialité, de management, etc. Il faut savoir que la grande majorité des applications aujourd'hui développées basées sur l'intelligence artificielle placent toujours l'humain au centre finalement de la décision. L'intelligence artificielle est un outil, c'est un outil, mais l'humain reste au centre. Alors le message ici que je souhaite faire passer, c'est que voilà, ces technologies existent, elles sont présentes, elles sont tout autour parmi nous. Ce sont des technologies qu'il faut s'approprier parce qu'on n'y échappera pas. Il ne faut pas faire l'autruche. Et donc, je pense qu'il y a un momentum pour le secteur, en tout cas pour s'approprier les technologies et les utiliser pour aller de l'avant avec leurs entreprises, avec les administrations et évoluer dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Ben voilà déjà une information qui nous rassure, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer. Et d'ailleurs, il est vrai aussi que l'intelligence artificielle, au final, il s'agit d'une mauvaise traduction apparemment de l'anglais, parce que le terme intelligence est plus à entendre finalement information. Voilà, comme pour certaines organisations que l'on connaît bien aussi, la CIA, le FBI, etc., ce ne sont pas donc une intelligence comme on l'entend nous en français. Exactement, Céline. Merci beaucoup Sébastien pour cette introduction. Nous allons accueillir donc à ta place maintenant Olivier David, administrateur de la société Fretteur et membre du CA de MobiWall. MobiWall, c'est la Fédération wallonne des entrepreneurs de voirie qui va être là pour challenger nos différents experts présents. Bonjour Olivier, bienvenue à toi. Bonjour Céline, merci. Donc, en effet, l'entreprise Fretteur, c'est une entreprise de construction de voirie, d'abord d'égouttage, qui est de taille moyenne. Donc, je veux dire, on ne fait pas partie des énormes sociétés de construction belges, mais on n'est pas non plus la plus petite. Et donc, on s'intéresse bien évidemment à ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans nos activités quotidiennes. Alors bien sûr, on utilise déjà un petit peu de ChatGPT pour nous aider à rédiger quelques mails ou à nous assister, mais évidemment, ce qu'on se pose aussi comme question, c'est en quoi sur les chantiers ou en pratique, cette intelligence peut apporter quelque chose. Et donc, je représente également aujourd'hui MobiWall, donc, qui est la Fédération des entrepreneurs de voirie, et bien évidemment, MobiWall est intéressé par les mêmes problèmes que les entreprises qu'elle représente, ou les mêmes points que l'entreprise représente, et également par ce que les maîtres d'ouvrage peuvent aussi retirer de l'intelligence artificielle, puisque plus les maîtres d'ouvrage sortiront de chantier, plus les entreprises de construction seront heureuses, bien entendu. Et donc ici, je dirais que dans le cadre d'un chantier de voirie, il y a 3 points qui nous intéressent en particulier. Il y a évidemment l'aspect technique, hein, les normes n'arrêtent pas d'évoluer, et les chantiers se spécialisent malgré tout, hein. On a de plus en plus de spécialistes
type de tâches. Donc, en quoi est-ce que l'intelligence pourrait aider par rapport à cela? La sécurité, bien entendu, c'est un point fondamental de notre métier, qui reste un métier malgré tout dangereux. Et donc, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider dans la sécurité? Et enfin, et bien évidemment, le nerf de la guerre, donc en quoi est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à analyser la rentabilité des chantiers ou à améliorer certaines pratiques sur chantier. Donc voilà les points pour lesquels nous allons challenger nos experts. Super. Aucun doute que nos experts pourront donc du coup amener des réponses à tout cela. Du coup, accueillons notre première experte, Lindsay Leroy de la société Multios. Vous travaillez sur différents axes, dont la sécurité. Vous offrez différents outils. Vous mettez à disposition des solutions digitales donc auprès des entreprises. Dites-nous un petit peu finalement ce que c'est et finalement de quel type d'IA on parle ici. Bonjour Céline, bonjour à tous. Donc, Multios existe depuis 2010. On est spécialisé en solutions digitales dédiées aux entreprises. Donc, on va développer, on va commercialiser, on va maintenir, on va accompagner nos utilisateurs vers leurs objectifs. Donc, on a différents secteurs d'expertise, la partie ERP et tous les services liés au processus de gestion, les plateformes web, les applications mobiles, l'IA et la blockchain. Donc là, vous pouvez voir un petit peu nos solutions. Donc, on a Facteris ERP qui va gérer vraiment l'ensemble du flux de l'entreprise. Donc, on va partir de la gestion des équipes avec la planification, la RH, jusqu'à la comptabilité des salaires. On va partir sur la partie CRM, facturation, suivi clientèle et l'ensemble des flux MRP, gestion de stock, etc. On a également pour toute la partie construction, industrie, facilities, les déclarations NSS via l'application mobile des travailleurs qui leur permet également de pouvoir gérer toute la partie congé, absence, etc. pour diminuer le temps d'encodage pour les gestionnaires. On va également avoir tout ce qui est sécurité dont je vais parler plus loin. Donc, on a intégré l'IA dans nos solutions depuis déjà quelques années. Donc, on va avoir des IA qui sont développées chez nous en interne. Donc, ça veut dire stocker chez vous ou chez nous de manière sécurisée. Donc, aucun souci au niveau RGPD, stockage en Europe ou chez vous. Et tout est maintenu également en interne sans sous-traitance. Donc, on va avoir des IA qui sont autonomes, donc qui peuvent être utilisées en tant que produits, des IA qui peuvent être intégrées dans vos processus existants avec vos solutions existantes digitales pour lesquelles on peut se plugger, et on a également intégré de l'IA au sein de nos solutions commercialisées. Donc là, je vais vous parler de Indigote, qui est en fait une solution dédiée à la sécurisation des sites physiques, donc dans l'industrie ou sur les grands chantiers. Donc, comme c'est le cas au niveau de la voirie aujourd'hui. Donc là, on va essayer d'optimiser au maximum l'ensemble du flux de sécurité par une communication qui est multilingue et qui reste la plus rapide, la plus efficace possible. Tout d'abord, le travailleur va pouvoir devenir acteur de sa propre sécurité. Donc, chaque travailleur, en fait, par l'application mobile, donc c'est très rapide, ça permet d'être utilisé quand on a des équipements de protection, etc., va pouvoir simplement dicter son anomalie, prendre éventuellement une photo, il va pouvoir être géolocalisé de manière automatique. J'ai pris un cas d'exemple, donc par exemple une fuite d'huile sur une grue, et le travailleur précise bien que cette grue se trouve à côté d'une machine d'asphaltage. L'IA va interpréter le texte qui est reçu par le micro, quelle que soit la langue. Il va synthétiser ce texte, ressortir les mots-clés qui sont importants. Il va pouvoir interpréter le contexte de la situation. Donc, dans ce cadre-ci, il y a plusieurs risques qui vont être détectés par rapport à la situation notifiée. Donc, on a un risque de chute, de glissade. On va avoir un risque d'intoxication par fumée, vu qu'on est près d'une machine d'asphaltage. On risque d'avoir un problème de pollution des sols et également un arrêt de chantier suite à une panne de machine. C'est l'IA qui va interpréter l'ensemble de ces situations. Ensuite, il va y avoir une classification automatisée des anomalies
en fonction de leur dangerosité. Donc, en fait, un précédent travailleur avait déjà enregistré donc 2 situations dangereuses sur ce même site. Et donc, la fuite d'huile va se positionner en deuxième. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'abord des panneaux de signalisation manquants. L'IA va estimer que l'absence de ces panneaux a une dangerosité encore plus importante que la fuite d'huile. Pourquoi? Pas de panneaux, risque de crash complet au niveau des travailleurs par un automobiliste. Donc, la situation est considérée comme plus dangereuse. La fuite d'huile va arriver en deuxième position et ensuite, on a une troisième situation qui est un épanchement de gravier à proximité du lieu. On va également, toujours par l'IA, proposer le métier le plus approprié pour réaliser l'intervention, donc la résolution de la situation dangereuse. Donc, il va y avoir un système de notification automatisé dans lequel le responsable sécurité va être averti, évidemment. Il va également y avoir une notification pour l'ensemble des travailleurs qui sont proches de la situation dangereuse pour les informer d'un cas dangereux. Il va également y avoir une notification pour la personne qui doit résoudre l'intervention, donc l'intervenant. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Lindsay. On voit vraiment comment l'IA peut améliorer la sécurité en fait des travailleurs et d'autant plus voilà, qu'une entreprise belge wallonne a vraiment développé un logiciel qui va pouvoir même améliorer finalement la rentabilité des entreprises parce que grâce à l'IA, on peut aussi éviter des arrêts de chantier. Merci beaucoup encore une fois, Lindsay. Et pour rester dans la même thématique, donc toujours la sécurité, nous accueillons Sidi Ahmed Mahmoudi. Bonjour Sidi. Bonjour. Vous travaillez au sein donc, du service informatique, logiciel et intelligence artificielle de l'UMONS. Vous êtes chargé de cours et avec vous, nous continuons donc, sur cette thématique avec des développements mettant en jeu des caméras 3D et du machine learning. Le machine learning, comme l'a dit Sébastien plus tôt, c'est vraiment l'apprentissage automatique profond. Mais dites-nous en plus donc justement par rapport à tout ça. Merci pour l'introduction, Céline. Donc, moi, je travaille, comme vous l'avez bien dit, dans le service informatique, logiciel et intelligence artificielle de la faculté polytechnique de Limoges. Et je donne principalement des cours dans le domaine de l'intelligence artificielle et de machine et deep learning. Et on a aussi des projets de recherche dans lesquels on développe et on déploie des solutions IA pour avoir un usage dans le domaine industriel. Et donc, aujourd'hui, on est venu pour donner un retour d'expérience qu'on a eu avec la firme Infrabel. On a fait un projet il y a 2-3 ans qui a été terminé il n'y a pas longtemps et dans lequel on est parti d'un besoin qui est venu de la firme Infrabel qui a voulu tout simplement sécuriser les travailleurs au sein de chantiers ferroviaires. Et donc, à ce niveau-là, l'idée, c'était de proposer des solutions d'intelligence artificielle qui va utiliser les caméras et par conséquent les données visuelles, d'où l'usage du domaine de la vision par ordinateur. Et donc, pour répondre à ce besoin, nous, on a proposé 3 principales solutions. Donc, la première solution qu'on a appelée une solution à base de règles qui consistera en 3 dimensions. Donc ici, sur l'onglet en haut à gauche, on voit l'acquisition, donc la première étape. Donc on utilise par exemple ici, dans une scène, 2 caméras en 3 dimensions qui sont positionnées à des côtés différents pour avoir une vision globale de la scène et éviter surtout d'avoir des angles morts. Et suite à cette acquisition de données, on va appliquer dans la deuxième phase un modèle d'intelligence artificielle qui va pouvoir détecter la position exacte de chaque worker et de chaque machine ou de chaque engin dangereux. Et ça, c'est en 3 dimensions. Une fois que la position est détectée, on passe au calcul de la distance. Donc, on va appliquer un calcul de distance entre 3 dimensions. Et puis, par après, bien évidemment, on va analyser cette distance. Si la distance est très petite, donc on va estimer qu'il y a un danger potentiel. Si la distance est suffisamment grande, donc il n'y a pas de danger. Si c'est entre les deux, donc ça peut être estimé comme un avertissement. Et donc, sur base de ces analyses-là, donc on peut notifier ou alarmer les personnes qui se retrouvent dans une situation dangereuse. Et en parallèle, on a toutes les notifications qui nous permettent de montrer un peu tout ce qui s'est passé dans le chantier, que ce soit dangereux ou pas, mais ça permettra d'avoir un journal de ce qui se passait, de ce qui s'est passé dans le chantier pour un usage futur.
Et donc, la deuxième solution, donc la première solution, elle se base sur la détection de la position des objets et des humains ou des ouvriers. Ici, on a proposé une autre solution qui permet d'analyser les mouvements parce que ça permettra peut-être de détecter d'autres types de dangers. Et donc là, l'idée, par exemple, on part d'un ensemble de vidéos qui étaient annotées au préalable par la firme Infrabel. Donc, on a des mouvements ou des actions. Et au niveau de la firme Infrabel, on nous a dit ça, c'est dangereux, ça, c'est pas dangereux. Et donc, nous, on a entraîné des modèles qui ont permis d'apprendre qu'est-ce que représente un mouvement dangereux et qu'est-ce qui représente un mouvement pas dangereux. Mais ici, on ne détecte pas les objets, mais en quelque sorte, c'est une solution qui peut être facilement généralisable. Et la troisième solution, ça, c'est une solution qu'on a développée aussi, qui est plus personnalisée par rapport aux situations sur lesquelles on peut se retrouver dans un chantier. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement, par exemple, dans un chantier, on estime que les travailleurs, pour avoir une meilleure sécurité, ils doivent se retrouver dans une zone précise. Donc là, grâce à la solution, on peut sélectionner la zone avec la souris, par exemple. Et puis, à ce moment-là, à chaque moment qu'un ouvrier va sortir de cette zone, on va lui signaler pour lui dire que, attention, vous n'êtes plus dans la zone de sécurité, donc il va pouvoir retourner dans la zone de sécurité à ce niveau-là. Et tout ça se fait en 3 dimensions de façon à ce que ça se passe en temps réel. Et donc ici, on a une petite vidéo qui va un peu résumer un peu ce que je viens de dire en montrant un peu le résultat de façon directe. Donc ici, on voit qu'on a une caméra qui permet de filmer la scène en 2 dimensions. Donc on voit un peu tout ce qui se passe. Mais comme on le sait, les humains, ils ont 2 yeux. Donc ici, on propose d'utiliser 2 caméras. Donc on filme avec 2 caméras en 3 dimensions pour avoir une vue globale de tout ce qui se passe. Pour avoir un détail précis, on utilise les caméras en 3 dimensions. Comme vous le voyez ici, sur le côté gauche, on a la vue 2D. Au milieu, on a l'information de la profondeur, c'est-à-dire quelle est la distance sur laquelle se retrouvent les machines ou les workers. Et par après, une fois qu'on prend en compte cette profondeur, on peut reconstruire la forme en 3 dimensions. Et comme ça, on a une vue complète de la scène avec une, voire 2, voire plusieurs caméras. Et on peut détecter directement les objets de façon précise, en 2D, mais aussi en 3 dimensions. C'est-à-dire, on pourra savoir est-ce que les humains ou les workers se retrouvent à gauche, à droite, devant ou derrière la machine ou l'engin dangereux. Et on peut même suivre en temps réel la position des ouvriers, voire des machines, et comme ça, on a un traçage complet. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'appliquer le calcul de distance et qui va nous permettre de générer une autre solution complète à la fin qui va pouvoir détecter en temps réel ce qui se passe. Ici, on a un exemple avec 2 caméras et on voit un peu au milieu de la scène la vue reconstruite et en bas, on a les notifications. Donc, on sait exactement ce qui s'est passé dans le chantier. S'il y a un danger, on alarme les workers. S'il n'y a pas, on a le journal qui est quand même sauvegardé, qui permettra aux responsables de la firme de savoir un peu comment le chantier s'est passé à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est par rapport à la démonstration. On peut passer au slide d'après. Sidi, nos Oui. zones de travail se développent souvent sur plusieurs centaines de mètres, voire parfois sur des kilomètres. Oui. Comment pourrait fonctionner votre solution pour des chantiers géographiquement plus étendus? Oui, tout à fait. C'est une excellente question sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Et en fait, nous, on a proposé une solution qui utilise ici 1 voire 2 caméras. On était dans un chantier d'une taille d'environ une centaine de mètres carrés. Mais si le chantier est plus grand, à ce moment-là, on peut augmenter le nombre de caméras et la solution ne change pas. Donc, nous, notre solution, dès qu'on la lance, on la connecte à 1 caméra, voire 2, mais on peut la connecter à 3, voire 4 caméras. Donc, si on a un chantier étendu, on va augmenter le nombre de caméras et chaque caméra, elle va envoyer son signal à l'application. L'application, elle va détecter les situations dangereuses et puis on fait un vote majoritaire entre les différents signaux et on alarme à ce niveau-là les utilisateurs. Par ailleurs, vous parliez de l'analyse en temps réel, mais nous devons également veiller à anticiper nos chantiers, les risques sur nos chantiers. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA et vos développements de ce point de vue et compte tenu de la complexité des chantiers routiers? Oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est une question que je trouve pertinente, c'est que nous, on fait actuellement de la détection de situations dangereuses telles qu'on l'a montré ici,
Mais il y a un point important, c'est que en fonction de la distance, si on estime qu'on est proche d'un danger, là, on peut envoyer un avertissement. L'autre point qui pourrait être intéressant en termes de complexité, c'est que si on veut prédire un danger avant son arrivée, un point important qui est vu comme perspective dans notre travail, c'est en fonction des mouvements d'un worker, par exemple, qui ont eu lieu dans les 2 ou 3 minutes avant, on peut prédire la position dans 3 ou 4 secondes. Et donc, on va calculer la distance entre cette position estimée et les engins dangereux qui auraient peut-être bougé à ce moment-là. Et à ce moment-là, on peut dire s'il y aurait un danger qui peut avoir lieu dans 3-4 secondes et prévenir à l'avance. Donc, ça se base sur l'estimation du mouvement à ce niveau-là. On a souvent du personnel dans les zones de mouvement, des engins, sur Ouais. les chantiers urbains, en particulier pour nous voiristes, ou sur des sites industriels qui sont parfois extrêmement dangereux également. Quelles sont les difficultés pour développer votre système de façon plus large, et surtout, quels sont les délais pour avoir ce genre d'outils en pratique sur nos chantiers? Tout à fait. Donc là, c'est un point lié par rapport à la généralisation de la solution. Donc nous, pour l'instant, lorsqu'on a développé la solution, on a essayé de faire un modèle qui permettrait de savoir c'est quoi une pelleteuse, c'est quoi un worker, c'est quoi le bras de la pelleteuse, le pied de la pelleteuse. Mais notre modèle, il peut par exemple reconnaître les camions, les voitures, etc. Et donc, à ce niveau-là, si on a un type d'objet qu'on reconnaît déjà, donc la solution, elle va s'adapter directement. Mais si on a une forme d'objet qui ne fait pas partie de la connaissance de notre modèle, ce qu'on pourrait faire, c'est collecter les classes manquantes et faire un processus de transfert d'apprentissage et générer une mise à jour du modèle et l'adapter à la solution. Mais en quelque sorte, la solution ou le programme qui a permis de générer le modèle, il ne doit pas être changé. C'est surtout la façon d'apprendre qui va changer à ce niveau-là. Voilà. Tout cela est très intéressant. Peut-être avant de passer voilà, à une autre opportunité amenée par l'IA, moi j'avais juste une petite question pour vous, Lindsay, justement par rapport à Indigo. Donc vous êtes une application, enfin un logiciel de la gestion des risques sur chantier. Mais comment est entraînée en fait cette application? C'est un sur-mesure avec l'entreprise qui fait appel à vous? Comment vous allez pouvoir entraîner l'intelligence artificielle du logiciel par rapport au métier de l'entreprise qui vient vous voir? Alors, c'est une IA qui est entraînée depuis 3 ans, donc il y a déjà énormément de situations qui sont enregistrées. On va travailler également avec des bases de données de situations dangereuses, avec des historiques existants. Par exemple, pour les métiers les plus appropriés pour intervenir, on se base sur, par exemple, les métiers ROM, donc c'est une base mondiale de tous les métiers qui sont existants et que l'IA peut interpréter. Donc, on va travailler vraiment sur cette partie-là. Et après, pour des métiers plus spécifiques, mais ici, on est quand même dans quelque chose qui est très généralisé et pour lequel Indigo a été développé, il est toujours possible de pouvoir améliorer. Un point que je n'ai pas précisé également, c'est que tout le long du processus, l'IA peut tout automatiser. Donc, ça permet, en l'absence du responsable de sécurité, de pouvoir avoir une accélération du flux et de la remontée des informations. Mais à tout moment, le responsable de sécurité ou une autre personne désignée peut intervenir et modifier la décision automatisée de l'IA. Donc ça, c'est important parce que ce regard humain peut avoir une importance capitale dans certains cas. Ok, merci beaucoup Lindsay, merci beaucoup Sidi. Là, on a vu vraiment, et merci Olivier pour la richesse de tes questions. On a vraiment vu comment l'IA pouvait améliorer la sécurité donc sur chantier. Et maintenant, passons à notre dernier expert, en la personne de Clément Massard. Donc, vous êtes responsable de projet chez GIM. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites voilà, chez GIM et en l'occurrence avec l'intelligence artificielle? Merci Céline. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter tout d'abord GIM. Qu'est-ce qu'on fait chez GIM? Donc, GIM, expert dans le traitement et la valorisation des données géographiques. Donc, ces données, c'est de toutes sortes. C'est des données images aériennes, images par drone, mobile mapping, LIDAR, etc. Donc, vraiment tout type de données qui a une connotation géographique. Ces données, on va les traiter, les processer, les transformer, etc. Donc, toutes des chaînes de traitement, etc., de l'information. Et on en extrait une information pertinente qui a une valeur ajoutée pour les applications, pour les clients, etc., pour apporter comme ça une intelligence, on va dire, à ces données.
Ça, c'est le domaine global d'expertise. Et moi, je vais vous présenter deux cas d'application. Donc, le premier cas, c'est de la reconstruction 3D qui utilise différentes techniques comment dire, algorithmique et intelligence artificielle. Donc ici, à travers la vidéo, nous pouvons voir donc un flux vidéo, donc ça c'est purement pris avec un smartphone, qui est retransposé en un nuage de points, donc comme a présenté Sidi avec de la multiview stéréo, on arrive à repositionner les éléments. Et de ce nuage de points, on l'étend pour avoir un nuage dit de splat qui caractérise, on va dire, un peu mieux la réalité, qui vient comment dire, augmenter le nuage de points récolté. Ça nous permet d'avoir du coup une représentation 3D dans l'environnement avec des matériels qui est extrêmement simple. Ici, c'est mon smartphone personnel que j'ai utilisé pour reconstruire cet environnement. Ici, c'est avec une vidéo, ça peut être aussi avec un ensemble de photos. Donc, on peut prendre simplement des photos de l'environnement qui nous intéresse. Et après, ça le caractérise ici avec la méthodologie en 3D. Donc, un nuage de points, un nuage de splat et même des modèles 3D. Ces modèles 3D peuvent être utilisés à différentes fins. Et ici, le cas, c'est pour la détection du champ de vision dans le cas routier. Donc ici, pour un carrefour, donc vous voyez à gauche le carrefour qui a été ici modélisé en 3D. Donc on a pris un ensemble de photos de ce carrefour. On l'a retransposé à travers différentes méthodes dans un environnement 3D. On a caractérisé toutes les formes, etc. Et de ça, on a aussi extrait, on va dire, les routes. De ces routes, on a fait le tracé, on va dire, central de ces routes et calculé à quel point il y avait de l'obstruction entre tous les points ici que vous voyez sur la droite à cause de l'environnement. Donc, ça peut être des bâtiments, ça peut être de la végétation, des arbres, des panneaux de signalisation, etc. Vraiment de tout type. Et donc, il faut caractériser tous ces éléments. Et il faut aussi également pouvoir calculer cette obstruction. Il en résulte un score, un indice de visibilité qui est ici, typiquement, ce qui nous intéressait, c'est le centre du carrefour où la couleur est la plus claire. Et donc là, on a un indice de visibilité le plus important. Évidemment, plus on sort de ce centre de carrefour, moins on a de visibilité sur le carrefour qui nous intéresse. Et donc, on peut s'attendre à avoir des problèmes de sécurité au niveau de ce carrefour. Typiquement, la route qui vient par le sud ici, on voit que l'indice de visibilité tout en bas est assez sombre. Et donc, voilà, on arrive sur le carrefour avec peu de visibilité, ce qui est un risque pour la circulation ici. Donc ça, c'est, on va dire, un cas d'application. Mais dans cette modélisation 3D, on extrait beaucoup plus d'informations. Donc ici, typiquement, avec des modèles d'IA de segmentation, on peut extraire de ces images et reporter au modèle 3D tout ce qui caractérise l'environnement, donc les arbres, les câbles, la route, les trottoirs, etc. Donc vraiment très diversifié. Et on peut reporter ça pour extraire uniquement ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, ce qui nous intéressait, c'était purement la route pour déterminer, par exemple, les tracés que les véhicules prendront. Mais cette route, on a énormément d'informations qu'on peut en extraire. Donc typiquement, la géolocalisation de tous les éléments qui caractérisent ce modèle 3D. On peut aussi extraire des mesures, etc. Et petit à petit apporter, on va dire, de l'intelligence à ces données. Donc ça, c'est un cas pratique que nous faisons chez GIM. Est-ce que typiquement, Olivier, ça répond à des attentes d'entrepreneurs Oui, bien sûr. Et en fait, la question que je voulais poser, c'est aussi, est-ce que dans le cadre de la digitalisation, on peut, à nous, sur le chantier, on observe un certain nombre de choses, et donc est-ce qu'on peut enrichir une base de données avec ce qu'on observe, notamment, comme des câbles. Souvent, on rencontre des câbles qu'on n'espérait pas forcément rencontrer, ou des canalisations ou autres. Et donc, est-ce que tout cela peut être intégré dans l'intelligence artificielle? Et comment est-ce que vous faites finalement pour caractériser cela? Merci Olivier. Du coup, c'est tout à fait possible. Donc ici, dans l'optique de caractériser un environnement 3D, c'est d'extraire les informations pour pouvoir nourrir un jumeau numérique. Et donc, de ce jumeau numérique, on peut apporter de plus en plus d'informations. Typiquement, donc, ce que vous mentionnez par rapport au câble, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, imaginons
Voilà, il y a des impétrants, c'est problématique. Lors de la mise en place, etc., on peut considérer dans ce contexte 3D de prendre des photos de ces câbles, de ces canalisations, de pouvoir du coup extraire, détecter la portion de câble, etc., de pouvoir le géoréférencer de manière précise et après d'avoir du coup un modèle 3D de ces câbles. Cela est retransmis aisément dans un jumeau numérique. Et après, avec des méthodes de réalité augmentée, avec une tablette, on peut simplement passer et puis projeter la position du câble alors que tout est rebouché et refermé. Donc voilà, ça peut effectivement nourrir les choses, mais il faut pouvoir détecter tous ces éléments-là. Il faut pouvoir les retranscrire. Et donc là, pour illustrer un petit peu cette, comment dire, ce travail de détection, ici un exemple qui a été effectué pour les routes, de détecter la qualité des routes et donc extraire un petit peu les défauts qui sont visibles. Donc là, c'est une tâche assez classique d'intelligence artificielle où voilà, il y a un entraînement qui est effectué sur des données qui ont été annotées. Donc ça a été déjà énoncé par Sébastien et par Sidi, typiquement. Et donc cette tâche a été entraînée avec un modèle sur mesure et on peut ainsi extraire ces éléments et pouvoir évaluer la qualité de la route. Et ça, c'est possible donc, de le faire sur la route, mais c'est aussi possible de le faire sur énormément d'applications et pouvoir du coup retransposer ça dans des bases de données, dans des jumeaux numériques et avoir ainsi de l'information qui est globalisée. Merci pour ces éclaircissements. Comme évoqué précédemment donc, au début de mon intervention, ce qui nous intéresse aussi un petit peu sur les chantiers, c'est la rentabilité. Et on se rend compte que bon, le process de remise de prix d'un chantier, donc c'est assez théorique, on part de plans, d'une situation qu'on doit chiffrer mais qui n'existe pas encore. Et au cours du chantier, il y a ce qu'on appelle les états d'avancement. Donc, au fur et à mesure, on doit établir la situation des travaux. Et donc, ça nécessite un relevé, enfin plusieurs relevés, ça nécessite démétrer et transmettre tout cela, enfin voir ce qui a été fait par rapport à ce qui était prévu, etc., etc. Et donc, je me demandais, tiens, est-ce que avec ces acquisitions numériques et ces modélisations, est-ce qu'éventuellement l'intelligence artificielle pourrait nous aider à établir nos situations de travaux en recollant, par exemple, l'avancement réel du chantier avec ce qui était prévu et ce qui se figurait sur les plans. Et donc, ça permettrait, selon moi, d'améliorer la rentabilité des entreprises en ce sens où elle pourrait facturer plus rapidement, on aurait un contrôle plus rapide non seulement de l'entreprise mais aussi du maître d'ouvrage et donc on pourrait peut-être améliorer le process de facturation et donc de trésorerie des petites entreprises. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, donc de retransfert, de faire coller à la théorie finalement ce qu'on doit faire, la réalité d'avancement du chantier. Merci Olivier. Du coup, oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Donc ici, j'ai présenté donc une méthode pour extraire des modèles 3D à partir de flux vidéo, mais on peut confronter ça avec des plans, donc des modèles BIM qui ont été réalisés par des architectes ou autres, et essayer de matcher par rapport à l'évolution du chantier pour voir si les éléments ont été correctement positionnés, installés, etc. Nous, on n'a pas un cas concret, on va dire, d'application par rapport à ça. C'est quand même une technologie qui est en développement, etc. Mais c'est de plus en plus, souhaité et développé. Et ici, typiquement, on travaille sur des modèles qui s'apparentent à du BIM pour pouvoir confronter à, plutôt ici, c'est dans un cadre de maintenance, de vérifier si la stabilité de l'infrastructure, etc., et d'année en année faire un scan, on va dire 3D de l'infrastructure, de confronter avec des plans qui ont été réalisés soit initialement par architecte, soit qui ont été réalisés l'année précédente par un scan également, et de voir du coup l'altération, est-ce que ça a bougé, etc. Et donc de pouvoir faire une tâche de maintenance, oui. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut peut-être compléter. Moi, je peux compléter par rapport à un élément pour les solutions dont on avait parlé. C'est que un point pour moi important sur les solutions, c'est que on a envie que ce soit des solutions qui seraient facilement déployables sur chantier
et qui pourraient être installés en très peu de temps et qu'on peut les déplacer facilement. Donc ça, c'est un point, par exemple, sur un retour d'expérience qu'on a eu. C'est, par exemple, au début de la mission qu'on a fait avec Infrabel, c'était de pouvoir proposer une solution qui peut s'installer en moins de 30 minutes et qui peut fonctionner sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un serveur installé sur place. Et donc ça nous a amené à proposer des modèles d'intelligence artificielle qui doit être le plus léger possible. Donc, on a utilisé des méthodes de compression de modèles et puis on a pu les déployer sur des petites machines de l'ordre de 10 cm de largeur et c'est un carré de 10 cm. Et puis, les caméras, ils étaient tous embarqués dans la même boîte. Donc, on avait finalement une boîte de 15 sur 15 qui englobe tout le système et on a un système qui est totalement déconnecté d'Internet et par conséquent sécurisé et qui protège les données à ce niveau-là. Ça rejoint une des questions que je vois ici sur le chat par rapport à la protection des données. C'est un élément qu'on trouvait intéressant de nous, de notre côté, mais aussi le client qui estimait que la protection des données, c'est un élément crucial pour ce type de solution. Merci beaucoup Sidi, merci beaucoup à tous. Merci vraiment voilà, pour la qualité de vos présentations. On voit que l'intelligence artificielle, finalement, elle n'est pas si loin, c'est accessible. Donc, pour récapituler, nous avons vu que l'IA pouvait vraiment jouer un rôle crucial dans l'optimisation au niveau du secteur de la construction routière, qu'il s'agisse de protéger finalement les travailleurs, leur sécurité, détecter des anomalies, des défauts au niveau des infrastructures. Et ça, je trouve que c'est plutôt de bon augure. Pour la petite anecdote, j'ai une petite pensée pour 2 de mes collègues qui ont tout récemment crevé 2 pneus sur 2 nids de poules. Mais voilà, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais voilà, je le dis. Mais donc voilà, l'adoption de l'IA offre vraiment de nombreuses opportunités. On a pu le voir, et tout en répondant à des défis majeurs, comme dans l'intégration justement dans un secteur en pleine transformation. Et justement, la région Wallonne, Digital Wallonia, ce n'est pas uniquement un programme construction du futur, mais la région prévoit aussi certains mécanismes pour vous aider à passer à l'étape suivante, et notamment le Startia. Le dispositif Startia, c'est vraiment une mission de consultance qui vise à encourager l'adoption de l'intelligence artificielle par les PME wallonnes, en offrant donc une subvention de 5 000 €, dont 70% sont subventionnés. Il s'agit vraiment d'une mission de 40 heures étalée sur 3 mois qui va vraiment vous permettre de voir où l'intelligence artificielle peut vraiment faire son effet et vous apporter des améliorations. Le but aussi, et c'est un message que l'on souhaite diffuser, ce n'est pas la technologie pour la technologie. Il est vraiment important que celle-ci soit bien utile et bien utilisée. Ensuite, vous avez, je n'arrive pas, voilà, pardon. Sachez également qu'il existe toujours l'échec maturité numérique. L'échec maturité, c'est de nouveau des aides financières financées par la région Wallonne qui vous soutiennent dans votre développement en finançant donc des prestations de conseil. Le taux d'intervention est ici donc de 50%, toujours sur une période ici de 3 ans. Vous pouvez donc bénéficier de 50 000 €. Ça va vraiment vous aider à dresser un état des lieux de votre maturité numérique et établir à ce moment-là un cahier des charges et vous accompagner dans le suivi de la mise en œuvre du plan numérique. Pour rappel, il y a toujours l'appel à compétences aussi de l'Infopôle. Dès que vous avez ce cahier des charges, n'hésitez pas à vous contacter et nous, on se fera une joie de vous mettre en contact avec des experts qui pourront donc vous aider. À savoir que ce chèque donc concerne les indépendants, les PME. Donc, une PME en Belgique, c'est toujours une entreprise de moins de 250 personnes avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et bien évidemment, toujours avoir un siège d'exploitation situé en Wallonie. Pour terminer, je vous parle également donc du prêt Digit Online. Ici, il est proposé en fait par Wallonie Entreprendre. Il permet aux indépendants et aux PME de financer leur transformation numérique à hauteur de 75 000 € en collaboration directe avec leur banque de manière simple et rapide. Voilà pour les aides. Donc, le Startia, le chèque maturité numérique, le prêt Digit Online. Et alors, dans ce cadre-là, le projet Construction du futur peut également vous aider si vous voulez savoir par quoi commencer. N'hésitez pas à nous contacter.
Alors maintenant, je propose qu'on prenne quelques questions du public parce qu'il me semble qu'il y en a eu quelques-unes et je laisserai évidemment nos experts prendre la parole pour répondre. Alors, les questions ici. Je suis dans le chat. Voilà. Alors, de monsieur, de Philippe, bonjour. Avez-vous une solution pour créer un planning de chantier via un métré? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Peut-être, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Hein. Mais à ce moment-là, on invitera peut-être monsieur Covemaker. De notre côté, on est expert en planification de manière générale, donc planification des hommes, des machines, via un métré, finalement, ça ne reste qu'une donnée de paramétrage. Donc oui, ça pourrait être possible sans aucun problème. De notre côté, non, planification. Question suivante dans ce cas. Quelle est la technologie utilisée pour la transmission des informations entre caméra et centre de traitement? Quel type de caméras doivent être utilisées? Et les données peuvent-elles être récoltées dans un centre de traitement comme la solution IndiGoat, par exemple? Oui, je pense que pour cette question-là, donc la technologie pour la transmission des informations, donc comme je l'avais dit à la fin, c'est que nous, on a un système embarqué. Donc, l'idée, c'est de développer un boîtier. Donc, on a construit un boîtier qui fait la taille de 15 cm sur 15 cm. Donc, c'est un cube dans lequel on intègre la ressource de calcul et les caméras qui sont directement connectées. Donc, il n'y a aucune transmission vers l'extérieur. Donc, ça, c'est par rapport à la transmission de l'information. Et les types de caméras, donc idéalement, c'est des caméras en 3 dimensions. Donc, on a utilisé une caméra de type Z2 qui permet d'avoir d'un côté le signal de T et la profondeur entre les objets et la caméra. Et ça, c'est par rapport à la deuxième question. Et les données peuvent être... Oui, donc les données, est-ce qu'ils peuvent être récoltés? Donc nous, ce qu'on fait, c'est tout se fait en local, mais peut-être en fin de chantier, tout le journal, on peut l'envoyer vers un serveur qui serait bien sécurisé au niveau de l'entreprise avec laquelle on travaille. Et est-ce que vous souhaitez compléter l'INSEE? Parce que je vois que IndiGoat, c'est bien la solution que vous... Ça reste du data, donc après, ce sont des développements devoir effectuer au niveau API. Après, dans la transmission, l'objectif d'IndiGoat, c'est de travailler en temps réel. Ici, on est en temps déphasé, vu que c'est déjà une solution autonome. Donc là, ça semble plus compliqué, ou alors on va se retrouver avec une anomalie de notification de résolution. Donc ça pourrait être utilisé dans ce cas-là plutôt dans du non-urgent. Et que l'urgent, je vais dire, soit traité de manière autonome par le système de Lumos. Okay. Merci beaucoup. Alors ici, il s'agit d'une remarque ou d'une idée. On pourrait imaginer des casques connectés qui notifient les signalements détectés par le système. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une bonne idée, typiquement, d'effectuer ce genre de choses. Enfin, de ce que je connais, en tout cas, c'est déjà utilisé dans la logistique, etc., pour indiquer les commandes, etc. Pourquoi pas détourner l'utilisation, justement, la sécurité sur chantier. Donc, ça me paraît tout à fait pertinent de le faire, effectivement, et de ne pas être, tenté de sortir un téléphone, une tablette, etc., qui nous fait perdre du temps sur chantier, et d'avoir directement l'information qui vienne dans l'oreille, beaucoup plus efficace, et de même que pour parler, en fait, pour indiquer ce qu'il en est, donner les détails, etc., beaucoup plus rapide que de également sortir un téléphone, une tablette pour cette action. Tout à fait, c'est vrai, bonne idée. Et alors enfin, mais Sidi en a déjà parlé un petit peu plus tôt. Maintenant, c'est une question qui concerne tout le monde et qui est souvent finalement dans la bouche de tout le monde. C'est quid de la donnée, quid de la sécurité des données chargées dans les outils IA et donc tout ce qui est RGPD. Peut-être, Sidi, rappeler ce que vous avez dit plus tôt et voir si l'on peut compléter. Oui, donc la protection des données, c'est un élément important surtout quand on utilise des capteurs qui vont capturer l'information en temps réel. Et donc,
Une des solutions, c'est de faire tout en local pour éviter toute connexion vers l'extérieur. Et ça, c'est la solution, comment dire, qui permet de garantir une certaine protection des données. Mais si on passe vers des serveurs à ce niveau-là, il faut bien évidemment être sûr d'avoir sécurisé les données et faire surtout une anonymisation, parce que quand on voit par exemple des visages, etc., il y a des méthodes qui permettent déjà de flouter les visages, par exemple, parce que nous, lorsqu'on fait l'usage des caméras, on n'a pas besoin de reconnaître la personne, c'est plutôt de reconnaître le mouvement. Donc, il y a des méthodes de floutage, et puis ce qui est envoyé peut-être vers le serveur, c'est l'information qui est déjà anonymisée et bien évidemment sécurisée par après. Du coup, si je peux compléter par rapport à ça, c'est vrai que de manière beaucoup plus large, ça dépend naturellement de la solution utilisée, dans le sens où, voilà, en fonction de la qualité, de la complexité du modèle qui est requis. Allez, j'imagine si on utilise une clé API d'OpenAI typiquement, parce qu'on a besoin d'avoir un modèle ultra performant, alors voilà, on est forcé de passer dans un modèle qui est un peu plus complexe de mise en place. C'est tout à fait possible de le faire, mais ça demande une infrastructure bien différente. Et là, on est obligé d'être connecté parce que voilà, sur de l'IoT, typiquement, ce genre de modèle ne fonctionne pas. C'est vraiment extrêmement restreint. Et donc, voilà, en fonction de l'application, ça peut fonctionner en local, ça peut ne pas fonctionner. Il faut vraiment se projeter sur la complexité de la tâche qui est demandée et de voir si, du coup, l'appareil peut satisfaire à cette demande. Donc voilà, c'est tout est varié, et même aller pour tout le monde, tout à chacun, considérer que tout ce qui est ChatGPT, etc., en version gratuite, voilà, éviter de mettre vos données personnelles là-dedans, parce qu'on ne sait pas ce qui en est fait, il n'y a aucune clause de confidentialité, sécurité, etc., à ce niveau-là. Et du coup, si vous pensez à utiliser ce genre de solution pour vos entreprises, prenez quelque chose, enfin, vérifiez les clauses de sécurité, etc. Il y en a qui sont disponibles. Vérifiez bien cet aspect-là et du coup, prenez la bonne solution selon vos besoins, quoi. Merci beaucoup, Clément, pour cette mise en garde, entre guillemets, mais c'est quand même important, effectivement, de le rappeler. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question, mais je pense… il y en a une, d'accord, qui est… je ne la vois pas. Alors, l'IA pourrait constituer une opportunité pour la simplification administrative. Les entrepreneurs perdent beaucoup trop de temps à devoir compléter du papier, comme par exemple les autorisations de chantier, etc. Je pense qu'effectivement, les exposés de tous nos experts aujourd'hui, le montrent. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut peut-être rebondir sur ce constat. On est en train de faire un développement qui a été labellisé par Logistics in Wallonia et la région wallonne en partie pour régler cette problématique d'échange de documents entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants et les fournisseurs. Et donc, en fait, de gérer l'ensemble de ces spécifications. Et on sera au Bourget pour le lancement en juin. Super. Donc, oui, c'est un point important dans beaucoup de secteurs et particulièrement les secteurs à risque pour le donneur d'ordre ou le fournisseur ou le sous-traitant. Super, merci beaucoup Lindsay, merci beaucoup Sidi, merci beaucoup Clément, Olivier. Alors, juste avant de finaliser le webinaire, je vais vous proposer de scanner ce petit QR code derrière votre écran. C'est très important pour nous d'avoir en fait votre avis pour que l'on puisse justement continuer à organiser et mettre en place des webinaires qui servent et qui soient vraiment utiles donc pour vous, pour qu'on puisse continuer à s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques secondes. Ça ne prendra vraiment pas longtemps pour remplir cette enquête parce que vos avis sont vraiment importants. Voilà, ici s'achève donc le premier webinaire de l'année 2025. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier, à vous, nos intervenants, nos experts, et vous aussi finalement qui êtes derrière votre écran pour avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, meilleurs vœux, que l'année 2025 soit une belle année pleine de collaboration et d'avancées pour vous.
Je tiens également à remercier Technofutur et Adrien voilà, pour la réalisation de ce webinaire. Je pense également à mes collègues, mon collègue du CRR, Xavier Cocu, et mon collègue Simon Maladry de l'Infopôle pour avoir organisé ça d'une main de maître, de nous avoir tous réunis aujourd'hui. Et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'approfondir certains points. Et ce webinaire a été rendu possible grâce donc, au programme Construction du futur, soutenu par la région Wallonne dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. Merci beaucoup et une bonne journée.